de vous accueillir pour cette dernière session avant l'été, au cours de laquelle nous allons avoir une intervention exceptionnelle de nos diététiciennes que je laisse se présenter. Bonjour, Perrine Pressetti, donc diététicienne. Et moi, c'est Danielle Lesage, diététicienne également, en rhumatologie notamment. Voilà, et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu de ces interventions. Et voilà, on a quand même beaucoup de gens qui se posent plein de questions sur le rôle de l'alimentation, les choses à faire sur le plan diététique quand on est atteint par un rhumatisme inflammatoire. Et voilà, je pense que c'est très intéressant toujours de voir vos interventions à ce sujet. Et puis, je suis toujours accompagnée par Clémence et Olivier, à qui je laisse la parole. Bonjour, donc je suis Clémence Demaison, je coordonne les programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie à l'hôpital Lariboisière. J'ai bien reçu vos questions par mail ces dernières semaines, donc on traitera immunité et Covid, chirurgie et traitement. Dans une première partie, et puis dans une seconde partie, vous avez posé quelques questions d'un point de vue nutritionnel, diététique, pour nos diététiciennes. Voilà, je suis accompagnée aussi d'Olivier Père. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je fais partie de l'équipe d'éducation thérapeutique. Je travaille également dans la recherche clinique et je suis également hypnothérapeute et je serai un peu votre porte-parole en quelque sorte, comme dit souvent Clémence, mais par le biais du chat. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser sur le chat, même au cours de cette intervention, et je poserai les questions au fur et à mesure. Voilà, merci Olivier, parce qu'on rappelle notre petite règle de fonctionnement, comme ça fait longtemps, qui est que pour limiter le risque de cacophonie et d'écho qui rendrait tout incompréhensible, on essaye de fermer les micros et de converser principalement par l'intermédiaire du chat, c'est-à-dire le petit bouton converser que vous avez, sur lequel vous pouvez taper toutes vos questions, et Olivier veille à ce qu'on traite bien toutes ces questions qui arriveraient au fil de notre discussion. Alors, on commence avec la première question pour toi, Aline. Combien de temps le Covid-19 reste-t-il dans le corps ? Est-ce que la traçabilité des anticorps au coronavirus a une durée limitée dans le temps ? Alors, excellente question. Donc, le virus en lui-même, lorsqu'on est infecté par le coronavirus, le SARS-CoV-2, reste dans le corps au moins 21 jours, on pense. En tout cas, on le détecte dans les PCR jusqu'à 3-4 semaines du début de l'infection. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quand on le détecte dans des PCR tardives, c'est du virus vivant ou c'est juste des débris d'ADN de virus mort que l'on dépiste par ces PCR. Ça, c'est, à ma connaissance, pas encore parfaitement établi. Et donc, on considère que la période où la PCR détecte du virus, c'est la période de contagion, et elle est maximale dans les 15 premiers jours de l'infection, comme vous le savez. C'est pour ça qu'il y a cette histoire de quatorzaine. Ensuite, les anticorps, eux, ils apparaissent plus tardivement. C'est en fait le témoin de la réaction de notre système immunitaire à la rencontre avec ce virus, et donc le corps produit des anticorps dirigés spécifiquement contre le virus. Ces anticorps, ils arrivent plus tardivement, et puis ensuite, on ne sait pas, à ma connaissance aujourd'hui, combien de temps ils perdurent. Parce que, rappelez-vous que le virus n'est présent que depuis, disons, décembre 2019, en tout cas à notre connaissance. On en a la capacité à le tester que depuis décembre 2019, et donc ça fait 6 mois. Et donc, pour l'instant, il y a pas mal d'indices qui laissent penser que oui, au bout de 6 mois, beaucoup de gens ont encore des anticorps quand ils ont été infectés. Mais du coup, on ne peut pas savoir si ça peut durer 1 an ou 2 ans, puisqu'on n'a pas ce recul par rapport à cette infection. Peut-on avoir d'autres anticorps qui répondent à ce virus ? Comment cela fonctionne ? Alors ça, encore une fois, hein, c'est toujours le problème. La particularité de cette maladie, la Covid-19, c'est le caractère très récent et le fait qu'on la découvre au fil de l'eau. Et
pour d'autres infections, on a des données avec le recul, etc., qu'on n'a pas aujourd'hui avec ce coronavirus. Alors, pour ce qui est de l'immunité, de la réaction immunitaire et de cette question de ce qu'on appelle l'immunité croisée, dont vous avez peut-être entendu parler, en fait, l'idée est que certains sont un peu étonnés que suite à cet important pic épidémique, le taux de personnes qui ont une immunité d'après la sérologie soit faible. Et donc la question se pose de est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres anticorps que les anticorps spécifiques qui agiraient contre le virus et qui permettraient de guérir de ce virus sans qu'on ait les anticorps spécifiques du virus. Donc c'est ça cette idée de l'immunité croisée, c'est que ce seraient des anticorps ou des cellules de l'immunité qui seraient dirigées contre certains agents infectieux, virus ou bactéries, et qui auraient aussi la capacité à attaquer le coronavirus. Donc la question elle a été posée notamment par rapport à la tuberculose. L'immunité contre la tuberculose, elle passe principalement par un type de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Et certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'avoir une analyse de sang qui s'appelle le quantiferon, qui mesure justement la capacité du système immunitaire à réagir lorsqu'il rencontre le virus de la tuberculose. Et donc peut-être qu'il y a une forme d'immunité comme ça qui ne passe pas par des anticorps qui seraient impliqués dans la défense contre le coronavirus, auquel cas ce ne serait pas mesurable par la sérologie. Autre question sur l'immunité. Est-ce que le virus peut ne pas trouver de point d'attache sur certaines personnes et finit-il par mourir de lui-même sans même l'action des anticorps ? Alors ça aussi, c'est des choses qui sont discutées et explorées. Par exemple, il y a une théorie selon laquelle le virus arrive principalement dans le nez, en fait, dans les voies nasopharyngées, et pourrait peut-être, chez certaines personnes, avoir été gardé de manière, entre guillemets, confinée, c'est un autre emploi du terme, dans cette région des fosses nasales par notre système immunitaire et que ça aurait suffi à l'empêcher de progresser et donc d'entraîner la pneumonie. Ça aurait suffi à bloquer sa progression, bloquer son extension locale et à le guérir. Et à ce moment-là, en faisant intervenir seulement une défense localisée et non pas une défense systémique sur tout l'organisme. Donc ça, c'est aussi une théorie qui est explorée et qui expliquerait peut-être les cas asymptomatiques notamment et le fait qu'il y ait aussi cette discordance entre le taux de personnes avec des sérologies positives et le pic épidémique énorme qu'on a eu. Et est-ce que si on n'a pas de réponse sérologique, une radio du poumon peut montrer quelque chose ? Alors oui, donc la radio de poumon peut être normale dans une infection au coronavirus si ce n'est pas une infection sévère. Il y a seulement un certain sous-groupe de personnes qui vont développer la pneumonie au coronavirus. Et donc, on peut avoir, lorsqu'on a cette pneumonie, on a des anomalies sur la radio ou sur le scanner quand les anomalies sont trop minimes pour être vues sur une radio simple. Alors, la sérologie, comme je vous ai dit, elle apparaît plus tardivement dans l'infection. C'est-à-dire qu'au tout début, pour diagnostiquer l'infection, on fait la PCR, c'est le fameux écouvillon dans le nez. Ça permet vraiment de trouver la présence du virus, de morceaux de virus. La sérologie, elle reflète la réaction immunitaire qui est dirigée contre le virus. Et ça apparaît plus tard dans la maladie, ça se détecte plus tard dans la maladie. Donc, on peut très bien être au moment du début de l'infection, dans les 15 premiers jours, avoir cette anomalie sur la radio de poumon et ne pas avoir encore les anticorps sur la sérologie. En revanche, si on fait le dépistage par la PCR chez quelqu'un qui a des anomalies radio, il est très probable qu'on trouvera le virus par PCR, mais au cours du pic épidémique, il y a eu des cas de discordance où on avait les radios qui montraient les anomalies typiques, mais sans que la PCR ne soit positive. Et parfois, dans ces cas-là, on refaisait les PCR ou sur des prélèvements bronchiques plutôt que seulement des prélèvements dans le nez pour réussir à trouver le virus. Mais voilà, quand il y a la pneumopathie au coronavirus, il y a du virus, mais il n'y a pas forcément encore les anticorps dirigés contre ce virus détectable.
Merci Aline pour toutes ces réponses. On a une autre question. Alors, elle est un petit peu longue parce on décrit un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc, est-il possible qu'en ayant une spondylarthrite, on ne génère pas d'anticorps au Covid? Alors, la personne explique. En effet, j'ai été testée négative à la sérologie, mais pourtant, j'ai eu des symptômes virulents. Sensation d'étouffement, tachycardie, souffle court, douleur au poumon, épisode de sensation d'étouffement. Par contre, pas de grosse fièvre, mais elle est sûre d'avoir été malade. Dans le passé, elle avait déjà été testée pour le BCG, elle n'avait pas eu de réaction, elle avait été au contact d'un tuberculeux, son père a lui-même eu la tuberculose étant jeune. Donc voilà, c'est un peu le contexte. Est-ce que du coup, connaissant cela, le terrain génétique peut limiter la production d'anticorps aussi? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Puis, il faut quand même que je vous dise, je ne suis pas ni virologue, ni immunologiste. Donc, moi, je vous dis, en fait, je traduis pour vous ce qu'on lit dans la littérature scientifique, parce que j'ai cette capacité de compréhension par ma formation médicale, mais je ne suis pas non plus la grande experte de tout ce qui fait l'immunité et du rôle de la génétique dans l'immunité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que dans les spondylarthrites, il y a des facteurs qui influencent l'immunité, qui sont des facteurs génétiques plus souvent retrouvés. Vous avez peut-être déjà entendu parler du HLA-B27, qui est une particularité génétique sur le système de présentation des antigènes au système immunitaire. Donc, vous imaginez bien qu'il y a, oui, des interactions entre phénomènes infectieux et rhumatisme inflammatoire chronique plus ou moins direct. Voilà, il y a quelque chose dans l'immunité. L'immunité est en jeu dans cette maladie et donc, oui, il y a quelque chose qui peut jouer. Voilà, ça c'est une première chose. Néanmoins, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut extrapoler à toutes les spondylarthrites ou à tous les rhumatismes inflammatoires? Ça, ce serait excessif parce que c'est probablement très individuel, très dépendant d'une personne à l'autre, du fait de la complexité du système immunitaire et des variations génétiques importantes qui peuvent l'influencer. Voilà. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, de preuve que d'avoir une spondylarthrite fasse qu'on ait moins ou plus d'immunité contre le Covid. En revanche, il faut que vous sachiez, vous savez qu'on avait beaucoup eu de questions au début sur les risques des traitements. Et on a eu maintenant quelques études qui ont repris les personnes sous traitement pour voir si elles ont eu plus ou moins d'infections graves, etc. Et ce qui ressort d'une de ces études, c'est que les biothérapies anti-TNF ont plutôt été des facteurs de protection contre les formes sévères du coronavirus. Donc, vous savez que dans cette phase de coronavirus sévère, il y avait tout le côté hyper-inflammation, hyper-excitation du système immunitaire. Peut-être que d'être avant de rencontrer le virus sous un traitement qui apaise un peu l'immunité, a plutôt été protecteur. En tout cas, c'est une théorie, mais ça reste vague. Alors après, comment expliquer qu'ayant eu des symptômes très évocateurs, on ait une sérologie négative? La difficulté étant, et c'est des situations assez fréquentes, qu'au moment fin mars, là, on ne pouvait pas vraiment avoir accès au PCR si on n'avait pas de forme grave, donc on n'a pas pu avoir le diagnostic au moment des symptômes. A posteriori, on se dit, on voudrait bien savoir si c'était bien ça ou pas, on fait la sérologie. Elle est négative. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un faux diagnostic, c'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'on était en phase d'épidémie de Covid qu'il ne pouvait pas y avoir de la grippe ou d'autres viroses saisonnières. Je pense qu'on a tous eu des trucs où on avait un petit peu mal à la gorge, on se disait « Oh là, est-ce que c'est le Covid ?» Et puis en fait, c'était sûrement rien. Voilà. Après, il y a eu toute la phase aussi d'allergie quand le printemps s'est déchaîné et tout. Donc voilà, il y a eu plein de symptômes qui pouvaient mimer ça, qui n'étaient peut-être pas ça, mais dans le contexte, on pensait à ça. Médecins comme personnes atteintes, d'ailleurs, il y a pas de, enfin, je veux dire, c'est pas pour jeter la pierre sur une erreur éventuelle, c'était pas facile. Et puis, sinon, l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, c'était vraiment le Covid, mais les anticorps n'ont pas été détectés. Si les anticorps n'ont pas été détectés, est-ce que c'est parce que la sérologie est un faux négatif, c'est-à-dire le système de détection n'était pas suffisamment performant pour les détecter, un problème technique lié à la qualité ou la capacité de la sérologie à dépister tous les anticorps, première possibilité, ou alors, effectivement, la sérologie n'est pas un faux négatif, c'est vraiment négatif, mais simplement votre organisme a lutté sans produire d'anticorps.
Voilà. Ou en utilisant ces phénomènes d'immunité croisée, etc. Là, pour l'instant, ça reste encore assez mystérieux. On n'a pas vraiment la réponse à cette question de pourquoi. Donc, ça restera, en tout cas, là, n'ayant pas la sérologie positive, on ne peut pas vous dire, c'est sûr, c'est ce que vous avez eu le Covid. On ne peut pas être sûr. On peut dire, vous avez eu des symptômes qui pourraient correspondre à ça, mais on n'a pas la certitude, on n'a pas la preuve. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors là, on va partir sur un autre registre, sur la chirurgie, les traitements. Alors la question est, je voudrais savoir à quel moment je dois interrompre le Cosentyx, car j'ai une chirurgie gastrique, une sleeve, prévue le 10 septembre 2020. Alors, donc ça, il y a des recommandations qui sont bien établies et auxquelles tout le monde a accès d'ailleurs. C'est un site qui est complètement libre de droit, qui s'appelle le site du CRI. CRI, ça veut dire Club Rhumatisme et Inflammation. Et c'est une société savante qui est en grande partie gérée par la Société française de rhumatologie et qui, pour chaque nouveau traitement de type biothérapie, depuis l'arrivée des anti-TNF, établit des fiches avec des recommandations à partir de toutes les données que l'on a dans la littérature. Donc, il existe des fiches pour les anti-interleukine 17 comme le sécukinumab qui s'appelle Cosentyx, donnant des recommandations précises sur la conduite à tenir. Effectivement, lorsque on doit avoir une chirurgie digestive comme celle-ci, qui est quand même une chirurgie assez conséquente, assez lourde, il faut se mettre dans une situation de diminuer le risque de complications infectieuses post-opératoires, d'infection sur cicatrice ou infection du site opératoire qui pourrait poser problème. Et donc, on va avoir des recommandations de suspension du traitement de fond de la biothérapie en préopératoire. Et ça va être modulé en fonction de l'évaluation du risque par votre chirurgien et votre anesthésiste, et de l'évaluation aussi de votre rhumatisme par votre rhumatologue et votre médecin, parce que si on arrête trop à l'avance, vous risquez d'être en poussée au moment de la chirurgie, ce qui est quand même un inconfort notable. Et si on arrête trop près de la chirurgie, à ce moment-là, on augmente le risque aussi de complications de la chirurgie. Donc, on a des recommandations qui vont nous donner un intervalle d'arrêt. Et puis après, ces recommandations, on va les moduler en fonction de votre cas particulier. Donc, il faut vraiment qu'on ait une discussion directe entre votre médecin et vous pour statuer un petit peu les choses. Mais voilà, d'une manière générale, pour le Cosentyx, c'est un traitement qui se prend une fois qu'il est bien établi, une fois toutes les 4 semaines. Donc, je pense qu'il faudra au moins sauter une prise avant l'intervention, mais peut-être un petit peu plus si d'un autre côté votre rhumatisme va bien, à revérifier molécule par molécule en fonction de ces fameuses fiches du CRI. Mais ça, voilà, vous pouvez aller regarder. Olivier Joie a mis l'adresse du site sur le chat, cri-net.com. C'est en accès libre et il y a toutes les recommandations situation par situation. Vous avez également la possibilité de choisir en fait votre traitement dans fiche pratique et d'avoir toutes les informations. Donc là, en l'occurrence, et c'est vrai que ça c'est un peu énervant, c'est qu'il y a 2 appellations par traitement. Il y a l'appellation commerciale, donc là, en l'occurrence le Cosentyx par exemple, et puis il y a l'appellation, ce qu'on appelle la DCI, c'est-à-dire internationale. Et là, pour le Cosentyx, c'est le sécukinumab, mais c'est la même chose en fait. Voilà. Alors, et c'est vrai qu'en plus, sur ce site, il y a des fiches à destination plutôt des médecins, donc qui peuvent être parfois un petit peu compliquées à déchiffrer, quoique je trouve quand même que c'est assez bien rédigé. Mais il y a aussi des fiches à destination des patients qui expliquent un petit peu vos traitements dans des termes plus accessibles aussi. Donc, c'est un site intéressant à connaître. Avant de passer aux questions pour nos diététiciennes, Olivier, tu as d'autres choses à poser d'un point de vue médical? Non, j'ai donné des liens, les liens pour le suivre, les chiffres officiels de la pandémie de Covid en France, donc Santé publique, le site Santé publique, et évidemment pour suivre d'un point de vue international, puisque c'est intéressant de savoir comment se situe cette pandémie au niveau mondial, notamment en Chine ou dans les pays latins en ce moment, ou aux États-Unis. Et donc, il faut évidemment aller s'informer auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
Et notamment, l'Organisation mondiale de la santé fait des conférences tous les jours, je crois, ou enfin très régulièrement en tout cas, pour donner les chiffres et donner les recommandations internationales. Merci beaucoup. Perrine, Daniel, donc nous avons reçu des questions pour vous. Je vous laisse allumer votre micro. Hop. C'est une bonne idée. Alors, je commence. Donc, pendant cette période de crise sanitaire et même après, faut-il se tenir à un régime alimentaire avec toutes les vitamines naturelles adéquates pour faire remonter le taux de globules blancs en parallèle de nos traitements habituels? Je ne sais pas si la question... Oui, si. Alors, la deuxième question rejoint d'ailleurs cette première question. Il s'agit effectivement de questions sur les vitamines et leur capacité en fait à booster l'immunité. C'est ça. Donc, du coup, ça nous semblait intéressant de faire un petit point sur l'aspect vitamine et puis on rebondira après sur l'aspect nutritionnel en général. Mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas de prendre des compléments vitaminiques, entre autres. Donc, qu'est-ce que c'est que les vitamines? Les vitamines, ce sont des substances qui sont sans valeur énergétique, mais pour autant qui sont absolument essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Elles rentrent dans de nombreux processus, en fait, et donc elles sont tout à fait indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Par contre, l'organisme ne sait pas les fabriquer, à part deux classes de vitamines, qui sont les vitamines K et D. Les autres vitamines, l'organisme ne sait pas les fabriquer, donc il faut les trouver dans l'alimentation. Donc ça, c'est intéressant. Ça va effectivement rentrer dans de nombreux fonctionnements biologiques. Donc, on en revient souvent à des choses extrêmement basiques et simples qui sont qu'effectivement, en ayant une alimentation équilibrée, on va réussir à couvrir ses besoins. Et par contre, pour celles que l'on ne trouve que l'on fabrique, la vitamine D en particulier, et c'est souvent celle qui revient sur la scène, si je peux dire, c'est que on a tendance à avoir pas mal de personnes qui sont supplémentées en vitamine D. La vitamine D est effectivement une vitamine qui intervient, qui a un rôle dans l'immunité, dans la capacité en tout cas à mieux faire fonctionner l'immunité. Donc on se dit où je trouve cette vitamine D et comment je la fabrique au mieux. Alors cette vitamine D, il y en a à peu près 1/3 qu'on trouve dans l'alimentation et 2/3 qui est fabriqué par l'organisme. Et c'est fabriqué par l'organisme à partir de la lumière. Donc il faut, et c'est vrai que la période de confinement n'a sûrement pas été favorable, je dirais, pour fabriquer de la vitamine D, puisqu'il faut effectivement un peu d'ensoleillement et être dehors. Donc dans ces cas-là, on peut imaginer que parfois on ne trouvait pas forcément de moments suffisants pour pouvoir fabriquer cette vitamine D. Dans l'alimentation, on la trouve principalement dans des aliments gras, puisque fait partie des vitamines qu'on appelle hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles se fondent dans l'huile ou dans les matières grasses. Donc, on va les trouver dans les poissons gras, l'huile de foie de morue par exemple, mais aussi dans les sardines, dans le thon, dans le saumon par exemple, et puis dans le beurre aussi, un petit peu dans le fromage. Donc, on peut effectivement être un peu attentif à trouver cette vitamine D. Pour autant, c'est parfois compliqué de couvrir les besoins et c'est souvent une vitamine qui est donnée en supplémentation par les médecins. Et d'autant plus qu'on avance en âge, d'autant plus aussi qu'on a une peau foncée. Et surtout si on a une peau foncée dans des pays qui sont peu ensoleillés. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant d'avoir ça sur la vitamine D parce que c'est vraiment celle qui a un rôle dans les mécanismes de l'immunité. Hein. Même si elles sont toutes importantes, les vitamines, celle-là est particulièrement importante de ce point de vue-là.
Donc, si je reviens sur les vitamines, c'est effectivement ces vitamines donc, liposolubles, donc vitamines A, D, E, K, hein, et puis les vitamines hydrosolubles, celles qui se fondent dans l'eau, hein, qui sont la vitamine C, les vitamines du groupe B, également. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les vitamines sont rarement des produits qu'on va avoir en excès. Et en tout cas, pour peut-être toutes celles qui sont hydrosolubles, l'organisme sait s'en débarrasser. Donc, même si on en consomme trop, on va savoir s'en débarrasser. À peu près, en tout cas. Par contre, pour celles qui sont liposolubles, dont la vitamine D, eh bien là, si on en consomme en excès, par contre, ça peut devenir dangereux pour l'organisme qui ne va pas savoir s'en débarrasser. Ça peut devenir toxique. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas forcément se supplémenter soi-même sans l'avis d'un médecin, sans l'avis médical, parce qu'effectivement, on peut parfois dépasser la dose prescrite, si je peux dire. Donc voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur l'aspect vitamine. Et puis, ce qui est intéressant de se dire, c'est que, en tout cas, dans le doute, si on a une alimentation équilibrée, variée, eh bien, en général, on arrive à couvrir ses besoins. Et je vais laisser peut-être Daniel faire un petit point sur ce que c'est que l'alimentation variée, équilibrée. Alors, dans une alimentation variée et équilibrée, il faut savoir qu'on parle de différents groupes d'aliments et chaque groupe d'aliments va nous apporter quelque chose d'un peu spécifique, que ce soit en nutriments, que sont les protéines, les lipides, les matières grasses et les glucides, les sucres, et entre autres aussi en vitamines et minéraux. Donc, il faut savoir qu'on a le groupe, tout ce qui est viande, poisson et œufs, qui vont nous apporter notamment tout ce qui est protéines, fer. Après, on a le groupe des fruits et légumes qui nous apportent entre autres la vitamine C, les fibres, donc important pour aussi booster un peu l'immunité, la vitamine C, et puis des fibres pour le transit intestinal. Après, on a le groupe, tout ce qui est féculent, pain, donc qui nous apporte notre énergie principale. On a aussi le groupe des produits laitiers, à ne pas négliger pour l'apport en protéines, mais aussi surtout en calcium. C'est la source principale de calcium, en consommer 2-3 produits laitiers par jour. Et puis après, on a pensé à l'hydratation. Certaines eaux minérales aussi peuvent vous compléter l'apport en minéraux, à ne pas négliger. Et puis, je crois. Et puis après, il y a le côté plaisir, tout ce qui est le groupe des produits sucrés. Ça, il faut se faire plaisir sans en abuser. Quand on est gourmand, il faut toujours avoir son petit carré de chocolat, parce que aussi dans le chocolat, on a aussi des vitamines qui nous montent le moral également. Donc, tout ça, ne pas les négliger. Donc finalement, si on mange équilibré, varié, l'apport en vitamines apporté naturellement suffit du coup. Oui, quasiment pour tout, mais on peut quand même s'interroger sur la vitamine D. La vitamine D, on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui sont supplémentées en vitamine D parce que c'est quand même une des vitamines pour laquelle il est difficile de couvrir les besoins par l'alimentation et par l'exposition donc, au soleil. Donc ça, c'est à regarder au cas par cas pour chaque patient. Et du coup, vous répondez à la question. On avait une deuxième question. Est-il intéressant de prendre des vitamines supplémentaires sous forme de cachets ou de petites fioles, là, comme la vitamine D, on peut donner aux enfants, là, pour booster son immunité? Donc, ça peut effectivement être intéressant, hein, puisque, encore une fois, effectivement, la personne s'interrogeait sur les globules blancs, mais c'est vrai que la vitamine D interagit dans ces mécanismes-là. Donc, ça peut être intéressant, mais à ne pas faire soi-même sans avis médical, parce que voilà, on peut avoir un effet surdosage, entre autres sur ces vitamines liposolubles. Merci beaucoup. Olivier, tu as des questions pour nos diététiciennes? Ou Aline, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Olivier, je ne t'entends pas, moi, je n'ai pas excuse-moi. de questions particulières par rapport à ça. Oui. Je n'ai pas de questions particulières pour moi. Alors,
Je vous remercie Perrine et Daniel parce que c'est toujours, quand on vous entend expliquer et remettre toujours dans le contexte, finalement, ça dédramatise un petit peu les questionnements qu'on peut avoir sur ce rôle de l'alimentation. Et je vais vous poser une question un petit peu, j'espère pas vous prendre de court. Vous qui rencontrez au quotidien toutes les personnes qui vous posent, j'imagine, plein de questions sur le rôle de l'alimentation dans leur maladie et qui avaient aussi de l'expérience depuis un certain temps dans le service dans l'hôpital, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui fait que de nos jours, on est beaucoup, hein, on a vraiment l'impression que l'alimentation est un soin finalement et cette envie que l'on sent chez les gens de vouloir se soigner par l'alimentation et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Moi, je pense que c'est un phénomène un peu général de vie, c'est-à-dire qu'on a un peu surconsommé beaucoup de choses, on est allé un peu vite sur tout, voilà, on a testé beaucoup de choses et puis il y a une espèce d'envie de revenir un peu à l'essentiel et de se dire que finalement, en faisant des choses assez simples, mais assez fondamentales, hein, comme effectivement de bien s'alimenter, de savoir déjà de quoi notre organisme a besoin et comment on fait pour couvrir ses besoins avec des aliments de qualité, produits de manière, il y a aussi tout ce côté produits de manière durable, produits pas forcément bio, mais enfin en tout cas avec une volonté de faire quelque chose de qualité. Je pense qu'il y a vraiment une attente forte de la population en se disant tous ces médicaments qu'on nous donne, bon, parfois ils sont absolument indispensables, on ne les remet pas en cause, mais peut-être qu'on peut aussi aider ces traitements en ayant une vie plus saine. Et une vie plus saine peut commencer. Alors, les patients nous parlent parfois aussi d'autres choses parce que ça dévie sur la qualité de sommeil, sur la façon de vivre tout simplement, mais aussi sur la façon de bien s'alimenter. Je pense que c'est une attente forte. Olivier, tu as une question, je crois. Oui, il y a une question qui... Ouais, c'est en lien avec ce dont on vient de discuter un petit peu, puisqu'on s'interroge par rapport au rôle du gluten et plutôt peut-être plus particulièrement d'ailleurs du sans gluten et évidemment dans le rôle que ça peut jouer avec les rhumatismes inflammatoires chroniques. Oui, alors je pense que ça rejoint aussi un petit peu la question d'Aline, c'est-à-dire que on a aussi, depuis maintenant quelques années, accès à beaucoup d'informations. Et parfois, il est difficile de trier cette information et de reconnaître la qualité de cette information et de sa justesse. Sur le gluten a fait l'objet vraiment d'un effet mode ces dernières années où voilà, on a mis beaucoup de défauts sur le dos du gluten en lui attribuant beaucoup de mots, MAUX, mais à juste titre ou pas, voilà, il existe effectivement des gens qui ont une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque, qui sont réellement allergiques, intolérants au gluten. Ces personnes-là ne doivent pas en consommer du tout pour protéger leur tube digestif. C'est absolument fondamental, mais ça représente 2% de la population. C'est assez rare comme maladie. Et puis, plus récemment, on a des personnes qui, voilà, ça a été, j'ai envie de dire, démocratisé. Enfin, en tout cas, on a beaucoup parlé du gluten. Beaucoup de personnes ont testé du sans gluten, certains, et ça a été divulgué sur les réseaux. On dit, bah, sans gluten, je me porte beaucoup mieux. D'autres ont testé, donc ça ne leur faisait pas grand-chose. Le résultat, c'est qu'en fait, on n'a pas d'études vraiment qui permettraient de dire que le gluten est bon ou mauvais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des personnes qui semblent avoir un certain niveau de tolérance au gluten et que peut-être, quand ils le dépassent, ça leur entraîne des gènes digestives. Et ça, encore une fois, de type ballonnement, de type oui, c'est ça. Perturbé. Oui, c'est ça. Hein, ballonnement, lourdeur digestive, voilà. Et ça, on peut imaginer, parce que c'est vrai que quand on regarde, entre autres, les aliments industriels,
il y a de l'ajout de gluten dans énormément de produits, mais vraiment beaucoup de produits industrialisés et pas forcément des produits qui sont faits à base de farine. Évidemment, il y a du gluten rajouté souvent dans les pains, les biscottes, les gâteaux, etc., mais aussi dans des plats cuisinés, dans beaucoup de produits. Et on peut se dire que peut-être que certains organismes un peu plus sensibles que d'autres, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de gluten, ont atteint leur niveau de tolérance et qu'au-delà de ça, ils peuvent en avoir des gènes. C'est possible. Pour l'instant, on n'a pas d'études qui le démontrent, mais on peut l'imaginer. Donc finalement, ce ne seraient pas les aliments contenant du gluten naturellement qui seraient évités, mais plutôt les aliments transformés ou à limiter, en tout cas, peut-être. Oui et non, c'est surtout que si on a une accumulation, évidemment, si on mange beaucoup de pain, beaucoup d'aliments transformés, beaucoup d'aliments qui ont des surajouts de gluten, à ce moment-là, on va arriver peut-être à cette dose qui n'est plus tolérée. J'ai le sentiment, Perrine, que tu aurais presque pu faire la même réponse pour le lait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est transposable aux produits laitiers? Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur le lait. Oui et non, mais sur le lait, quelque part, là on a des explications là qui sont un petit peu plus pointues, ou en tout cas plus explicites. Le lait boisson, on sait qu'il est digéré par une enzyme qui s'appelle la lactase. Et cette lactase, elle est auto-induite, c'est-à-dire que tant qu'on boit du lait, on produit l'enzyme et donc on digère le lactose qui est présent dans le lait. Par contre, si on s'arrête de boire du lait, et c'est ce qui se passe souvent à l'adolescence, c'est-à-dire qu'enfant, assez naturellement, on nous donne du lait au petit déjeuner, etc. Et puis, il peut y avoir un refus à un moment donné, on n'en boit plus ou moins. Et donc, l'enzyme en question ne va plus être produite ou produite beaucoup moins régulièrement. Et le jour où on se remet à consommer du lait, ça passe pas. Ça passe pas parce qu'on n'a pas l'enzyme. Donc là, on ne digère pas tout simplement. Et ça s'explique très bien. Et il y a chez certaines personnes une intolérance qui est plus importante que chez d'autres. C'est-à-dire que peut-être que chez certaines personnes, on ne produit plus du tout la lactase, donc ça ne passe plus du tout. Chez d'autres, elle est peut-être produite, mais en quantité moindre ou insuffisante. Donc, il y a des seuils de tolérance au lactose, très clairement. Mais encore une fois, et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a de nombreux aliments qui sont produits à partir du lait, le fromage, tous les laitages, le yaourt, le fromage blanc, etc., qui, eux, ne vont pas avoir ce problème de lactose, ou beaucoup moins, et donc seront beaucoup mieux tolérés. On peut avoir des gens qui ne tolèrent pas non plus ces produits-là, mais c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. En général, le fromage, yaourt, fromage blanc sont des produits qui sont relativement bien tolérés. On a une personne qui dit que son ostéopathe lui a conseillé d'éviter les produits laitiers car ils augmenteraient l'inflammation. Êtes-vous d'accord ? Alors nous, on n'a jamais trouvé d'éléments. On cherche parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on lit aussi, c'est des choses qu'on nous dit, dont on nous parle, donc on cherche, mais il n'y a aucune étude qui ait pu montrer quoi que ce soit de tel. Oui, je confirme. Avec, comme on le dit pour ceux d'entre vous qui sont venus à nos programmes d'éducation thérapeutique, il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile à étudier l'effet d'un type d'aliment ou de l'alimentation en général sur les maladies, parce que évidemment, on ne se nourrit pas d'un seul aliment, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait très mauvais. Mais il faut vraiment... En fait, vous savez, je pense que c'est ce qui ressort aussi un peu de nos discussions, que ce soit sur le Covid, sur les rhumatismes, etc. C'est qu'il faut se méfier des gens qui sont très sûrs d'eux en médecine, parce que les choses sont complexes et les choses sont toujours incertaines, puisque chaque jour, on avance avec
un certain niveau de connaissance qui s'améliore grâce aux recherches scientifiques, etc. Mais voilà, tout peut changer, être remis en question et on suit des pistes, on se base sur des données pour orienter des prises en charge, etc. Ce qui nous rend suffisamment confiants pour proposer tel ou tel type de prise en charge. Mais on reste toujours vigilant. Il se passe toujours des choses imprévues, inconnues, etc. Et voilà, c'est un petit peu ça aussi le message. Après, parfois, on peut avoir le réflexe de regarder sur Internet, de marquer polyarthrite et alimentation, spondylarthrite et alimentation. Et c'est finalement là où on lit beaucoup de choses. Vers quoi on peut se tourner, qui est Aline, Perrine ou Daniel, des choses qui sont sûres, valables, validées. Où est-ce qu'on peut trouver les bonnes informations? C'est vrai que c'est pas évident parce que je pense que comme souvent dans les maladies chroniques, et c'est tout à fait compréhensible, on cherche des solutions. Et c'est vrai que voilà, on fouille, et certains sites se font un plaisir de donner des tas de remèdes, voire un peu miracles. Mais bon, en réalité, pour trouver des choses validées, c'est pas simple du tout. Il y a quand même des sites. Alors, nous, c'est comment il s'appelle ce site? Je cherche le nom en même temps. Les associations, Aline, tu nous parlais précédemment, AFLAR, Oui, les associations de malades peuvent être des ressources intéressantes. Je pense que c'est important de toute façon de recouper les sources toujours, d'essayer de revenir à la source de pourquoi telle ou telle chose est présentée, et puis de faire parler vos soignants pour critiquer aussi les choses ou avoir leur ressenti sur les choses. Et puis, pour aussi avoir un message plus rassurant, c'est ne pas se mettre la pression et voilà, si vous, en vous passant de produits laitiers, vous êtes bien et que vous avez quand même un petit fromage blanc, un petit quelque chose, si vous conservez un équilibre alimentaire et que vous êtes vigilant pour ne pas vous mettre en carence et qu'il y a un certain régime qui vous apporte un bien-être, qui sommes-nous pour remettre ça en question, quoi, hein? Il faut aussi être voilà. Donc c'est faire sa propre expérience, recueillir les avis autour de soi et rester vigilant sur ne pas partir parce que parfois ça peut aller quand même jusqu'à des dérives sectaires, hein. On avait discuté, Olivier aussi avec vous avez parlé de ce type là qui vend ses mixeurs pour faire des jus de fruits là, qui se fait un fric fou. Enfin voilà, il y a quand même des choses, voilà, faut être vigilant sur ça. Mais la plupart du temps, les naturopathes qui vous font des recommandations, ça part d'un sentiment positif. Donc après, voilà, tant qu'on n'est pas dans le charlatanisme ou dans la dérive sectaire, on peut s'ouvrir l'esprit, se faire son opinion et en tout cas, moi, mon conseil, c'est vraiment de rester dans la transparence aussi avec vos soignants sur ce type de choses et voilà, de pouvoir comme ça échanger, discuter et être sur une longueur d'onde claire tous ensemble pour vous soigner. Oui, on est d'accord avec ça. Je pense qu'on n'est pas du tout là pour être dans le jugement, mais plutôt dans le pour vous aider en fait à faire les tris parfois et dans le conseil, hein. Véritablement, nous on peut pas reporter les éléments qui sont reconnus, hein, et derrière toute expérience, effectivement, peut être intéressante et nous, on pourra vous dire s'il y a des risques ou pas de carence en fonction des choix qui sont faits. Merci Voilà. beaucoup pour toutes ces réponses. Donc, gardez un esprit critique, gardez contact avec les équipes, posez vos questions. On est là pour vous et tout ça dans la bienveillance. D'autres choses ou on finit le live aujourd'hui? Ça fait 45 minutes. J'aimerais juste ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire que je ne sais pas si tu as retrouvé dans ta mémoire, Perrine, le site dont tu voulais parler, mais pour ce qui est des recommandations et des conseils, on va dire, pour la population
général, c'est évidemment mangerbouger.fr. Oui, c'est celui que j'avais retrouvé aussi, Manger Bouger de l'INPS, oui, tout à fait. Voilà, pour avoir simplement des conseils, des recommandations, il n'y a pas de, comment dire, de principe ou de régime à suivre, hein. Effectivement, c'est juste simplement l'équilibre. Ouais, et puis peut-être juste un petit mot pour vous dire que finalement, pour être parfait, il faudrait bien suivre ses traitements, faire du sport régulièrement, faire de la méditation pour gérer son stress, bien manger, ne pas fumer. Pas trop boire. Et la vie est faite de complexité, donc ça peut être un objectif, mais encore une fois, voilà, faut aussi profiter de la vie, trouver son équilibre personnel avec sa santé, avec sa vie personnelle, avec les plaisirs qu'on peut avoir dans la vie. Voilà, c'est important de prendre soin de soi. Je pense que c'est ça le résumé de tout ça. Et il faut vraiment, je pense, faire ces choses-là dans cet état d'esprit-là et que ce soit pas une injonction à la perfection parce que personne n'est parfait et c'est ce qui fait le charme de l'humanité. Un très beau mot. Voilà, merci à tous. Vous retrouverez ce live en replay sur notre chaîne YouTube Vico TV et je vous enverrai par mail le lien où vous pouvez directement aller voir d'ici quelques jours sur notre chaîne.